Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du podcast Fédodo avec Caroline Ferriol, la Fédodo, experte en sommeil des bébés et des enfants. Dans ce podcast filmé, vous allez entrer avec elle dans une vraie discussion autour d'une problématique qui concerne de nombreuses familles. Quand on parle de difficultés de succion chez un tout petit bébé, de quoi est-ce qu'on parle concrètement ? On parle souvent du sommeil des bébés, mais beaucoup de difficultés prennent leur origine dès les premières semaines de vie. Difficultés de succion, alimentation, reflux ou encore oralité, autant de sujets qui peuvent avoir un impact important sur le sommeil, mais qui restent encore trop peu connus des parents. Aujourd'hui, on parle de quasiment 25% des enfants qui ont des difficultés à un moment donné dans leur développement d'alimentation, de succion. Dans cet épisode, Caroline Ferriol reçoit Rachel Dutordoir, orthophoniste, fondatrice de la tribu Happy Kids et spécialisée dans les troubles de l'oralité du nourrisson. Moi, je suis certifiée ostéovox et de l'ostéopathie pour les professions kiné et orthophonie pour la tête et le cou. Et donc, c'est tout ce qui est oro-myofonctionnel. Donc là, on est en plein dedans. C'est le mécanisme de la déglutition. Ensemble, elles font le point sur les signes qui doivent alerter, les idées reçues les plus fréquentes et les solutions qui existent pour accompagner au mieux les bébés et leurs familles. Déjà, on reçoit la famille, on fait vraiment tout un bilan complet. Donc, je parlais tout à l'heure d'anamnèse. Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment le questionnaire où on va essayer de comprendre la naissance, comment ça s'est passé, s'il y a des antécédents, comment ça se passe, les nuits, les prises de repas. On pose plein de questions. Si vous vous posez des questions sur l'alimentation de votre bébé, son oralité ou l'impact que cela peut avoir sur son sommeil, alors cet épisode est pour vous. Les premiers mois de bébé, c'est une liste de galères sans fin. Le sommeil qui se dérègle, les repas qui traînent, les questions qu'on n'ose pas poser. Aujourd'hui, on parle repas de bébé, vie de maman et charge mentale. En soutien avec Janou, l'appli qui prépare le menu, la liste de courses et le batch cooking de bébé. On vous dit tout, c'est parti! Bonjour, Moi, Rachel. Je suis trop contente d'être là avec toi. Moi aussi. Comment tu vas ? Plaisir. Ça va bien. Écoute, ça va plutôt bien. Je suis en vacances ce soir, donc c'est super. Je vais profiter de Paris avec mes 3 enfants et mon mari. On va faire plein de trucs, donc ça va super bien. Super. Moi, ça va pas. Je suis malade. Mais je suis très contente de te voir, donc ça me donne de l'énergie. Oui. Et en plus de ça, pour une fois, c'est pas moi qui vais beaucoup parler. Donc c'est pas grave si ma voix elle est pas très bonne. C'est toi qui vas beaucoup parler parce que tu vas nous parler de ton travail, de ce que tu fais, de la tribu Happy Kids. Et puis on va parler de oromotricité, comment on peut dire ça ? Oui, c'est ça. C'est l'oro-myofonctionnel, c'est-à-dire myo les muscles, oro la bouche et les fonctions de toute cette sphère-là. C'est ça. Chez les tout petits bébés, c'est moins ta spécialité, mais tu t'y connais quand même. Oui. Et chez les plus grands aussi, un petit peu. On a la chance de pouvoir tourner cet épisode grâce à Janou Mange Comme Nous, que tu connais bien aussi. Mais oui, et que j'adore. C'est une application qui est vraiment top, qui est faite pour simplifier le quotidien des parents, pour l'alimentation. Il y a plein de recettes, en fait, qui sont adaptées à l'âge des bébés. Il y a des plans de batch cooking qui sont conçus pour toute la famille. En fait, c'est tout le monde qui va manger le même repas dès le début de la diversification. Et comme ça, il n'y a pas de double cuisine. Ça veut dire que vous cuisinez ce que vous avez prévu de manger et vous mettez l'âge de vos enfants. Et comme ça, ils vont vous dire comment le cuisiner, ce repas, vis-à-vis de l'âge de bébé. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment génial. Je trouve que c'est super bien pour la charge mentale parentale. c'est clair. Top. Et puis, on partage le même repas, en fait, finalement. Un bébé mange la même chose que papa et maman. Ça crée de l'imitation. Ça inscrit le bébé dans les repas familiaux dès le départ. Et ça fait partie des choses que je recommande et que je pense que tu recommandes aussi. Tout à fait. Complètement en phase. Super. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur les tout premiers mois de vie et sur un sujet vraiment fondamental qui est encore mal compris. C'est toutes les difficultés de succion chez le nourrisson, qu'il soit au sein ou au biberon, et toutes les répercussions que ça peut avoir sur l'alimentation, sur la prise de poids et sur le sommeil, évidemment. Tout à fait. Même si on va aborder le sommeil, et moi j'en parle déjà très souvent, mais vraiment on va venir en amont de tout ça. Donc moi j'ai le plaisir de t'accueillir Rachel, tu es orthophoniste, tu es fondatrice de la tribu Happy Kids, tu es spécialisée dans l'accompagnement des bébés qui présentent des troubles de la succion et de l'oralité, tu es maman
de 3 enfants. C'est ça. Et toujours vivante. Et toujours vivante, un peu en PLS quand même. De temps en temps, je vais pas te mentir, mais avec mais une énergie de dingue. Tu es pas mal passée à la maison des maternelles. Oui, tu fais plein de podcasts. Tu es très connue. J'adore regarder toutes tes vidéos. Il y a un peps pas possible à chaque fois. Tu es toujours hyper colorée. J'essaye de prendre exemple un petit peu. D'ailleurs, le rose te va très très bien. Merci. Ça illumine ton teint. Merci. Tu es radieuse. Il faudrait que tu me dises où tu achètes tes vêtements colorés. J'ai du mal à en trouver, moi. Je te donnerai mes bonnes adresses. Et tu accompagnes quotidiennement les familles qui sont souvent épuisées et qui sentent que quelque chose coince sans trop savoir quoi observer ni vers qui se tourner. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ta présentation ? Non, je crois que tout est dit. Écoute, je pense nous parleras de toutes les boîtes qu'on voit là à la fin, parce que c'était hyper intéressant. Du coup, pour commencer, je te pose des questions. Du coup, quand on parle de difficultés de succion chez un tout petit bébé, de quoi est-ce qu'on parle concrètement ? Ouais. Alors, déjà, qu'est-ce qui se joue, pardon. Ouais. Qu'est-ce qui se joue sur le plan moteur, physiologique pendant une tétée ou pendant le biberon ? En fait, la succion, c'est quand même un acte hyper complexe. Faut vraiment avoir en tête que ça demande déjà de faire jouer 6 paires de nerfs crâniennes. On a une 20aine de muscles, dont rien que 17 au niveau de la langue. Donc, c'est quand même quelque chose d'ultra compliqué. La succion, en fait, par exemple, au sein, ça va être au biberon, ça va être le fait de créer une étanchéité entre le sein, le mamelon et la bouche du bébé. Donc, il va y avoir au niveau des muscles, en fait, une sorte de ventouse. La langue, elle va créer un genre de piston pour pouvoir créer une pression négative intra-orale. Et l'enfant va devoir, en plus de tout ça, au moment de la déglutition, retenir sa respiration. Donc, ça va être vraiment une espèce d'orchestration. Oh, je vais y arriver. Je suis orthophoniste. D'orchestration entre la succion, la déglutition et la respiration. Donc, c'est quand même un acte qui est très compliqué à faire pour un tout petit bébé. Et donc, effectivement, s'il y a un petit truc qui coince, et là, c'est là que tout va être difficile. Si la langue, elle a du mal à se mouvoir, a du mal à s'élever bien au palais pour téter, si elle a un manque de tonicité, tout ça fait que ça peut devenir très compliqué. Et c'est là qu'on parle de difficulté de succion. Ok, et on comprend mieux que c'est pas forcément évident pour tous les bébés, alors. Tout à fait, exactement. Et pour les parents, c'est pas toujours évident de savoir si bébé a une prise efficace ou non. Qu'est-ce que ça va être les signaux d'alerte qui peuvent faire penser à une difficulté de succion ou d'oralité chez un nourrisson ? Déjà, les choses à vraiment les signaux d'alerte, ça va être déjà la courbe de poids quand même, voilà, ça c'est sûr, il faut quand même être bien vigilant là-dessus, mais il faut surtout pas se focaliser que là-dessus, mais c'est quand même le gros red flag. Ensuite, il y a aussi des petits bruits, par exemple des bruits de claque de la langue, le bruit de la ventouse en fait linguale qui ne se fait pas correctement, et donc là on a des petits clics comme ça. C'est aussi les tétées qui vont durer un petit peu plus longtemps que prévu. Au-delà de 45 minutes, c'est pas normal, voilà, des tétées qui sont trop longues, un bébé qui va s'épuiser en fait, qui va s'endormir puis se réveiller parce qu'il a faim, tout ça, ce sont un peu des signaux auxquels il faut faire attention. Le reflux aussi, évidemment, parce que si le bébé avale beaucoup d'air pendant la tétée, ça peut créer aussi des difficultés digestives. Donc tout ça, ce sont quand même des gros red flags qui font que peut-être il nécessite d'avoir une évaluation fonctionnelle pour essayer de comprendre, une évaluation fonctionnelle et médicale pour essayer de comprendre pourquoi c'est complexe et ça se passe pas si bien. Ok. Et vers qui vont se faire ces évaluations-là, du coup ? Alors, on va aller consulter... en fait, c'est une évaluation assez pluridisciplinaire. On va aller voir déjà le pédiatre ou le médecin généraliste qui suit l'enfant pour en discuter, pour tout ce qui est aspect médical, j'entends. Ensuite, sur la partie... Les pédiatres, ils sont formés à ça ? Alors, normalement, ils ont quand même un peu de petites compétences en vrai de vrai. Mais en vrai de vrai, c'est pas toujours facile de trouver effectivement un pédiatre qui est
extrêmement sensibilisés là-dessus parce que c'est vrai que souvent, on va se concentrer sur, je parlais de poire tout à l'heure, si le bébé prend bien, on se dit tout va bien, alors qu'en fait, parfois, le bébé prend bien, mais on oublie un peu la souffrance parentale derrière, les douleurs au sein, la prise et de tout ce qui va à côté, et qu'en fait, il y a des choses qui vont pas bien, et que le bébé va se gaver, va avoir un gros reflux, mais il va se gaver, va prendre beaucoup de lait, et en fait, ça, c'est pas tout à fait normal. Donc, effectivement, mais après, il y a quand même des super pédiatres qui sont formés, donc c'est pas le cas de tout le monde, mais effectivement, il faut quand même qu'il y ait un avis façon, on va médical de toute façon. Qui est le spécialiste là-dedans qui va vraiment être capable de voir ou d'entendre le parent, qui va lui dire là, je soupçonne qu'il y a il y a quand même plusieurs professions. Il va y avoir donc quand même le pédiatre. Oui. Je suis quand même obligée de le dire parce que c'est quand même le cas. L'orthophoniste aussi va être plutôt sur la partie compétences vraiment motrices au niveau de la bouche, de la sphère orale. Okay. Les ergothérapeutes aussi ont des compétences, se sont formés aussi sur ces sujets-là. Certains kinés aussi. En fait, c'est vraiment... Il y a les nutritionnistes et les diètes aussi vont aussi avoir un rôle à jouer sur l'apport nutritionnel aussi qui va. Les consultantes en lactation. Les consultantes en lactation, évidemment, bien entendu. Ah mais complètement, les consultantes en lactation ont complètement un rôle à jouer, un grand rôle à jouer pour accompagner les mamans. Et d'ailleurs, certains pros de santé, par exemple des orthophonistes, sont aussi la double casquette consultante en lactation. Et ça, c'est le must du must. C'est clair. Ouais, voilà. Complètement. Moi, de ce que je comprends dans le paysage un petit peu des pros, j'ai l'habitude d'avoir un discours très ouvert ou transparent, je dirais. Ouais. Transparent sur ces sujets-là, parce que nous, de notre côté, du côté sommeil, alimentation, on sait malheureusement qu'il y a énormément de pros de santé qui ne sont quasi pas formés, en fait. Oui. Et même si, du coup, c'est essentiel, et je dis toujours que la première des choses, c'est de voir son pédiatre. Oui. Parfois, le pédiatre n'est pas formé en sommeil et alimentation. Oui, il faut. Et donc, moi, je vais rediriger vraiment vers les spécialistes qui vont s'être formés en nutrition, en sommeil. Et ce que je comprends pour tout ce qui est du côté succion, problématique de succion, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment... un professionnel dont c'est la formation de base en pédiatrie spécifique de la succion du tout petit, et que tous, c'est plutôt des personnes qui vont avoir fait une formation spécifique. Alors après, c'est quand même, ça reste l'orthophoniste. Si, l'orthophoniste, je dirais quand même, parce que nous, dans notre formation, on est vraiment les spécialistes de la bouche, quand même globale, et du langage. Mais c'est vrai, on a quand même une grosse formation dans notre formation initiale de base sur la physiologie et l'anatomie et le mécanisme de la succion du Donc, bébé jusqu'à l'âge adulte. Donc, sûr que le professionnel a forcément une formation de base là-dessus. Ça va être un orthophoniste pédiatrique. Oui. Voilà. Okay. Mais après, certaines orthophonistes vont spécialiser dans l'adulte, l'AVC. On a quand même un panel très large. Donc, il est quand même préférable de se renseigner quand même avant. Après, il y a d'autres professions, effectivement, comme je parlais des ergothérapeutes, qui sont habilités aussi et formés sur les compétences de l'alimentation, par exemple, chez le petit. Et les ORL, ils sont formés à la succion ? Alors, les ORL aussi, oui, ils sont... Après, c'est vrai que c'est pareil. Tout dépend des spécialités de chacun. C'est très compliqué. De ce côté-là. Voilà, en fait. C'est ça, s'ils font plus de la pédiatrie. Mais les ORL, de toute façon, il faut les consulter, notamment en cas de reflux. Il faut écarter même une laryngomalacie s'il y a des soucis au niveau de la gorge. Enfin, voilà, c'est vraiment important d'avoir de toute façon une consultation médicale pour écarter toute grosse pathologie on est d'accord. derrière. Toujours d'abord, de toute façon, le pédiatre, et ensuite, on va voir le spécialiste. Est-ce que tu connais un annuaire où il y aurait des orthophonistes pédiatriques qui se seraient spécifiquement formés à la succion, etc. Est-ce que toi, tu connais quelque chose comme ça, une référence ? Alors... T'es en train de le créer ? Non, j'aimerais. En fait, non, c'est un sujet compliqué parce qu'en orthophonie... moi, ce n'est pas ma vision, je ne la partage pas, mais j'ai besoin je vais te le dire quand même, c'est qu'on n'a pas le droit de dire que nous sommes spécialisés. Je ne comprends pas pourquoi, parce que pour moi, je trouve ça absolument nécessaire pour... Je vois ta tête, oui, complètement, mais pourquoi ? Mais je suis tellement d'accord avec toi. Je ne comprends pas, c'est une aberration à mon sens, mais bon, je ne vais pas mettre à dos toutes les grandes fédérations et syndicats d'orthophonistes, mais c'est vrai que je trouve ça tellement aberrant, parce qu'un patient qui est en recherche d'un professionnel formé devrait pouvoir accéder à des annuaires. Voilà, donc, mais malheureusement, on n'a pas le droit...
ce qui se dit, voilà, je le sais parce que j'ai un jour reçu un mail comme quoi je n'avais pas le droit de dire sur ma liste d'attente que j'étais spécialisée en pathologie hormonio-fonctionnelle et pathologie vocale de l'enfant. Alors que je le suis, puisque 100% de mes actes auprès de la Sécu sont liés à ces pathologies-là. Et puis je trouve ça mieux pour le patient qui vient te voir, d'avoir un praticien qui fait que ça toute la journée et qui est ultra formé dans ce domaine-là. Mais complètement en phase. Ça n'a rien à voir en Bien plus. sûr, l'adulte, l'adolescent, l'enfant, exactement, le bébé. Tout à fait. Moi, personnellement, ne venez pas me voir si vous avez fait un AVC. Je ne suis pas capable de vous prendre en charge. Je le ferai mal. Voilà, ne venez pas me voir si vous êtes adulte, même si j'ai des bases de connaissances. Mais bien sûr. Enfin, voilà, c'est pas ma spécialité. C'est pas ma spécialité et en plus, surtout en orthophonie, on a un panel tellement vaste de pathologies, on ne peut pas être bonne partout. C'est clairement, c'est ma conviction. Je pense que les choses ont évolué à un moment donné de toute façon. C'est comme en médecine, on a tous un chirurgien, même en orthopédie. Mon mari est chirurgien orthopédique, par exemple, rien que dans sa spécialité, dans sa spécialité en orthopédie, il se surspécialise dans le genou et le membre inférieur. Enfin, je veux dire, pour qu'on soit compétent avec le patient. C'est ça, exactement. Donc non, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir des listes comme ça. Après, mon conseil, pour essayer de chanter, c'est de connaître les formations qui existent, parce qu'on peut retrouver par contre la liste des formés, des certifiés dans certaines formations. Et alors, quelles formations existent par exemple, pour une formation qui s'appelle Ostéovox, moi je suis certifiée Ostéovox, c'est de l'ostéopathie pour les professions kiné et orthophonie, pour la tête et le cou. Et donc c'est tout ce qui est oromyofonctionnel. Donc là on est en plein dedans, c'est le mécanisme de la déglutition, la voix, le larynx, etc. Donc c'est toute cette sphère-là. Et on peut retrouver sur le site justement de cette formation la liste des certifiés. Donc là, ça permet déjà d'orienter quand on est parent et d'essayer de trouver. Mais je veux dire, c'est le petit moyen pour vous taper formation en allaitement, orthophonie, ou alors formation alimentation bébé pour les orthophonistes. Vous retrouvez les différentes formations et vous allez chercher la liste des certifiés, et c'est comme ça que vous pourrez trouver ce spécialisé. C'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est très compliqué. Après, il y a aussi un site internet maintenant qui est pour le coup OK et admis par même les institutions publiques. C'est Allo Ortho. A2LO-ortho.com ou .fr, je ne sais plus, il faudra vérifier, tu pourras mettre le lien. Et là, pour le coup, il y a des orthophonistes derrière, en fait, qui réadressent, qui a une liste d'attente commune aussi, et en fonction des besoins, elles vont adresser correctement le patient. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Et je suis hyper contente que ça existe. Donc là, c'est un site qui existe depuis longtemps. Mais là, maintenant, ils ont créé ce système-là. Et c'est vraiment très chouette. Et les parents peuvent trouver énormément d'informations dessus. Okay. Et valider surtout. Donc là, je peux que recommander d'aller sur ce site internet-là pour les parents. Génial. Merci beaucoup. Ça donne une super bonne piste. Dans ta pratique, à quel point est-ce que toutes ces difficultés-là, elles sont fréquentes, et pourquoi est-ce qu'elles passent encore souvent inaperçues ou qu'elles sont banalisées ? Aujourd'hui, on parle de quasiment 25% des enfants qui ont des difficultés à un moment donné dans leur développement d'alimentation, de succion. Donc c'est quand même énorme. Et je dirais que, comme je te dis tout à l'heure, en fait, ça passe inaperçu parce que souvent, dans le parcours de soins, on va se focus sur la courbe de poids et pas forcément sur l'aspect vraiment douleur. Sur la courbe de poids, sans faire le lien d'ailleurs avec la courbe de taille, ni le périmètre crânien, ni tout ce qu'il faut normalement. Exactement. Donc même parfois, la courbe de poids qui pourrait paraître bien, en fait, n'est pas bien. Bref. Après, c'est pas tous les pédiatres, encore une fois. Moi, j'ai un pédiatre qui est super, donc je peux pas. Et je sais qu'il y en a qui sont super. Oui. Mais c'est vrai que voilà, ce qui parfois passe à côté, c'est lié à ça, c'est qu'on va se focus là-dessus. Puis sans entendre parfois la souffrance des parents, en fait. Oui. Donc ça, c'est important. La fatigue, l'épuisement. Parfois, on passe à côté. Oui, mais madame, c'est normal, hein, vous savez, un bébé, c'est fatigant. Oui, mais en fait, des fois, il y a un vrai sujet derrière, et ça, tu le connais bien. Toi, dans tes consultations, tu sais bien de quoi quoi je parle. Complètement. Je ne savais pas que c'était 25% pour le coup. Ah ouais, c'est énorme.
Eh ben justement, d'ailleurs, il y a un autre sujet dont on parle beaucoup chez les tout-petits, c'est le frein de langue. Oui. Il y a plein d'informations contradictoires sur ces sujets, un petit peu partout, avec des dogmes, même de ce que moi j'ai pu voir. J'ai écrit pas mal sur ce sujet dans Mon bébé pleure beaucoup et tu es intervenue d'ailleurs dessus. Oui, je t'ai écrit un petit passage. Est-ce que tu peux nous expliquer clairement ce que c'est les freins restrictifs, comment est-ce qu'ils peuvent impacter la succion? Comment on fait la différence entre un frein réellement problématique et une variation anatomique sans conséquences fonctionnelles? Alors, il y a plein de questions dans une. Je vais essayer de retenir. Alors, les freins de langue, le vaste sujet. Les freins de langue, donc déjà, c'est normal d'avoir un frein. Voilà, ce n'est pas une pathologie d'avoir un frein de langue. C'est essentiel même. C'est essentiel, exactement. Aujourd'hui, vraiment, il faut avoir en tête que ce n'est pas l'anatomie qui fait diagnostic. C'est-à-dire que ce n'est pas si le frein est court qu'il est forcément pathologie. On parle d'ankyloglossie d'ailleurs, c'est le terme médical. En fait, c'est vraiment la fonction qui fait foi. C'est-à-dire que si le frein est très court, mais que le bébé tète bien, qu'il n'y a pas de douleur au sein, qu'il prend bien, que tout va bien, on ne coupe pas un frein. On ne fait pas de ce qu'on appelle de le dire. de frénotomie ou de frénectomie. Ouais. Donc voilà, non, c'est vraiment la fonction qui fait foi. Et d'ailleurs, même dans les recommandations actuelles, aujourd'hui, on va toujours privilégier une approche conservatrice au maximum. On va essayer de mettre en place des ajustements au sein. Donc, on va aller voir une conseillère en lactation. On va avoir une IBCLC, je vais y arriver. C'est ça, tout à fait. J'ai du mal toujours avec les sigles. IBCLC. Ouais. On va essayer de se faire accompagner là-dessus. On en parle à sa sage-femme. La sage-femme, tout à l'heure aussi, je vais en parler. J'ai oublié, ça fait aussi partie des personnes qui peuvent vous aider, évidemment, quand vous avez un tout jeune petit. Donc, il y a des ajustements possibles. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, là, on envisage effectivement une frénotomie, une frénectomie. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire autre chose? Et si ça ne fonctionne pas, attends, vas-y, je termine ma phrase et puis on me coupera. Et si ça ne fonctionne pas, effectivement, voilà, on envisage d'avoir une approche chirurgicale, mais il faut avoir une évaluation complète, vraiment fonctionnelle, globale. Comment ça se passe? On va aller voir une orthophoniste formée ou un kiné. On va aller voir un professionnel de santé formé sur le sujet. On va faire une anamnèse complète. On va observer l'enfant. On va bien regarder comment il mange. Alors, ça peut être le tout bébé, mais ça peut être aussi le jeune enfant qui, parfois, moi, je les reçois en consultation. Ils ont 2-3 ans parce que c'est passé à la trappe et que la maman a survécu à la période dans la souffrance et la douleur. L'enfant aussi, souvent, avec des conséquences aussi sur le sommeil. On en reparlera aussi après, mais quand la succion générale, ça va pas, tout part à volo. Et on observe vraiment de manière fonctionnelle. C'est vraiment important, la fonction fait foi. Voilà. Ça me parle beaucoup parce que moi, ma fille, par exemple, elle a un frein justement court. Sur ses difficultés de sommeil, à un moment donné d'alimentation. Il aurait pu être dit que c'est à cause de ça, si on n'avait pas tout regardé. En réalité, elle n'avait pas de problématique de succion, de ventouse, etc. Et même en consultant, et justement de façon globale, on s'est rendu compte que ça ne provoquait pas de tension dans son corps et que son corps était simplement fait comme ça et que tout va bien. Et que tout va bien. Si la bouche, elle est bien fermée, la langue, elle est bien au palais. Pour rappel, la langue est une princesse. J'ai ramené ma petite bouche de langue pour ceux qui nous écoutent et qui regardent sur YouTube. Alors, j'ai ma petite bouche de langue. Et alors, pour le petit rappel, la langue, donc c'est une princesse et sa posture, elle se repose dans son palais, le palais de la bouche. Et donc ça, c'est la posture physiologique de la langue, linguale. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Oui, si ta fille, du coup, elle a une bonne posture linguale, c'est que tout le reste peut bien se développer, le maxillaire, donc le palais, les os maxillaires peuvent bien se développer parce que la langue, elle aide à cette formation du visage. Donc tout va bien si la bouche, elle est bien fermée parce que la langue est bien soutenue et que la respiration se fait nasale. Tout est OK, il n'y a pas de raison de couper un frein s'il est uniquement court. Exactement.
Et puis, on ne peut pas le couper d'ailleurs entre 2 âges. C'est soit tout petit, soit à partir d'un certain âge, quand l'enfant va moins bouger. Non, il n'y a pas quelque chose comme ça ? Non, il n'y a pas. Enfin, alors là, à ma connaissance, c'est mieux quand c'est tout petit, effectivement, parce qu'il y aura moins déjà de traumatisme derrière, parce qu'il s'en souviendra moins. Mais après, effectivement, c'est vrai qu'il faudra faire une anesthésie. Donc, je crois que, de mémoire, c'est le premier mois, c'est sans anesthésie. Enfin, c'est un truc local. Quand c'est la première semaine, d'ailleurs, on coupe directement à la maternité et on met tout de suite l'enfant au sein après. Okay. Et après, effectivement, quand l'enfant, dès qu'on dépasse les 3 semaines, là, il y a une anesthésie. Donc, c'est vrai que c'est plus complexe. Et il y a différentes approches chirurgicales. On va avoir soit le laser, soit au ciseau chirurgical. Voilà, donc ça dépend la formation. C'est vrai que le laser, il faut vraiment que le praticien soit bien formé, parce que pour avoir reçu des patients en post-op de chirurgie au laser, ça crame un peu quand même pas mal les tissus. C'est très bien pour la cicatrisation, mais il faut quand même aller voir un praticien formé. Je précise, pour avoir eu cette expérience avec un pauvre petit bout qui était bien cramé de partout dans la bouche. Ah ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a besoin de faire une rééducation après ? Oui, alors oui, complètement. Là, pour le coup, c'est pas parce que le frein... si on a fait une évaluation des fonctions, on voit que ça fonctionne pas, il faut faire donc la chirurgie. L'enfant aura mis en place de toute façon des systèmes compensatoires, des tensions musculaires, une manière de la posture linguale, elle n'était pas au palais, etc. Donc, il y aura forcément derrière une rééducation en orthophonie, une rééducation des fonctions orofaciales, quoi qu'il arrive, pour rétablir, normaliser toutes ces tensions et les postures. Et puis, alors ça, j'insiste bien là-dessus, c'est que pendant longtemps, on a dit qu'il fallait faire des étirements intenses post-phrénotomie, pour faciliter la cicatrisation. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Des étirements ? Ouais, des étirements du frein, justement, pour éviter que que le tissu cicatriciel se durcisse. D'accord. Et que du coup, la chirurgie ne sert à rien. Ok. Aujourd'hui, on sait, et je le précise, s'il y a d'autres professionnels de santé qui écoutent ce podcast ou des parents, oui, on en a beaucoup. Il y a encore beaucoup de praticiens qui pratiquent ces étirements. C'est douloureux. Voilà, ils le font en plus, on doit le faire c'était recommandé dans la journée, on étire alors que le frein vient d'être sectionné. Donc, en fait, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas d'intérêt significatif en fait, sur ces étirements-là. Le but, c'est plutôt de retrouver de la mobilité fonctionnelle. Donc, on va tout de suite mettre l'enfant au sein, on va l'inviter à téter. On va essayer de faire des petits exercices pour venir faire bouger la langue. On va mettre des petits points, inviter la langue à bouger au palais. On va aider l'enfant à mobiliser sa langue par des gestes et des massages très doux, non invasifs surtout, et pas dans la douleur, pour venir inviter la langue à se mouvoir dans la bouche. Mais surtout, on évite les freins, les étirements. Au début, je l'ai fait, parce que c'était les recos à ce moment-là. Bah oui, bien sûr. On a les recommandations médicales évoluent parce qu'on fait plein d'études scientifiques, etc. Et donc, j'en parle parce que je ne donne de leçons à personne, parce que moi-même, je l'ai fait, parce que j'ai appris, on m'avait dit en formation qu'il fallait le faire. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pas bénéfique. Donc, il n'y a pas sans étirement, et avec étirement, il n'y a pas forcément de différence. Donc, les dernières études le déconseillent aujourd'hui. Donc, on est d'accord que quand un frein de langue est présent, c'est pas forcément qu'il va expliquer à lui seul toutes les difficultés. Ouais. Il faut avoir une approche multipro. Globale. Ouais, globale, complètement. Et finalement, c'est pas... Moi, c'est ce que j'explique d'ailleurs en formation à nos consultants, parce qu'il y a beaucoup de choses autour du frein. C'est comme... mettre tout sur un seul symptôme ou sur une seule fonction. On peut entendre parfois que c'est à cause du frein que bébé dort pas, mange pas, etc. Pas forcément, en fait. Il peut y avoir en plus... Ça peut faire partie des leviers. Ça peut faire partie, exactement. Mais il peut y en avoir plein d'autres. C'est en satellite, en général. Il y a plein d'autres petites choses autour. J'aimerais bien qu'on parle aussi de la tétine. C'est un sujet. C'est mon sujet de prédilection.
Et c'est un sujet qui peut être très clivant, figure-toi, parce que moi, il y a quelques années, lorsque j'accompagnais les parents à l'arrêt de la tétine avec leur bébé, j'ai pris une vague de harcèlement pour maltraitance. Du fait de proposer aux parents qui le souhaitaient. Oui, donc il n'y a pas de sujet. D'arrêter la tétine. Et nous, du côté du sommeil, ça a un impact énorme, à la fois du côté des stratégies de sommeil, mais de la respiration, etc. Tu vas en parler. Et donc, ça peut être un sujet très clivant. Je m'en suis rendu compte à l'époque. Donc, d'un point de vue orthophonique, quel est l'impact de la tétine sur le positionnement de la langue, sur la succion et plus largement sur la respiration du bébé? Alors, la tétine, je vais peut-être démarrer juste quand même pour dire qu'elle a quand même des aspects positifs au tout début. Parce que c'est prouvé par des études, là, que par exemple, notamment sur la mort subite du nourrisson. Il y a quand même, chez le tout petit, ça préviendrait. Ça prévient, parce que pour le coup, les études sont claires là-dessus, ça diminue le risque de mort subite du nourrisson. Je dirais que c'est le point positif. Et ensuite, la succion sécrète des endorphines, donc ça aide l'enfant à s'endormir mieux, le tout petit. Voilà. Mais ce sont les seuls aspects positifs, mais ça sauve quand même certaines nuits de parents. Donc moi, je ne suis pas contre la tétine. Et moi non plus, mais je fais très attention à la tétine comme cache-fin. Oui, là du coup après j'ai quand même créé la méthode de la boîte Stop Tétine, donc évidemment qu'en tant qu'orthophoniste je suis pour le sevrage, hein, bien entendu. La tétine, l'impact, qu'est-ce que ça va être? Ça va être que ça va quand même favoriser une mauvaise posture de la langue. Tout à l'heure je te parlais de la langue princesse. La langue, elle doit se positionner au palais. Mais si tu mets une tétine, alors là, ma bouche va être une tétine. Mais si tu mets une tétine, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la langue va être maintenue en position basse. Elle ne va pas pouvoir se positionner au palais. De plus, ça va en plus favoriser le maintien de cette succion, tu sais, de la langue d'avant en arrière. Parce que la tétine, c'est comme ça, en fait, ça va garder ce mouvement de succion de bébé, en fait, alors qu'à un moment donné, à un certain âge, à partir de 3 ans, la déglutition commence à se faire de manière plus mature, donc, c'est-à-dire la langue au palais, avec ce mouvement de péristaltisme. Oh, j'arrive pas à le dire. Péristaltisme. J'ai un problème d'articulation. Ce mouvement de hip-hop, de vague, voilà. Comme ça, ce sera plus clair. On enlève le mot compliqué. Voilà. Ce mouvement de vague, en fait, vers l'arrière. Et ça, c'est la déglutition mature adulte. Toi, quand tu déglutis, ta langue, elle est au palais, etc. La tétine, elle empêche de faire ce passage à la déglutition mature. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le fait d'avoir une langue basse, ça favorise aussi une respiration buccale. Tout ça fait que le palais ne peut pas bien se développer, les sinus vont être étroits, le visage va se développer de manière assez allongée. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome long face, c'est vraiment ce visage comme moi très j'ai marqué. Un visage allongé, et pourtant, j'ai pas eu de tétine ni pouce. Mais c'est vraiment ce visage comme ça, les enfants cernés, la bouche ouverte, les lèvres sèches, c'est la respiration vraiment buccale. Et du coup, ça va également avoir un problème au niveau dentaire, parce que la tétine, elle va induire forcément des malocclusions, puisque la tétine en bouche va provoquer ce type de béance, parce les dents vont se développer comme ça autour de la tétine aussi, donc ça va modifier la structure anatomique. Et si le palais est étroit aussi, donc s'il ne peut pas bien se positionner, les arcades dentaires, elles vont être réduites. Donc quand les dents d'adultes vont venir pousser, elles n'auront pas la place aussi. Donc c'est là qu'il y aura besoin d'un traitement en orthodontie plus tard, parce qu'elles vont se chevaucher. Et donc, bref, tout ça pour dire que ça fait quand même un sacré paquet de problèmes. Oui. Donc la tétine, effectivement, l'idéal, c'est quand même de l'arrêter le plus tôt possible. Dans l'idéal, et ça, c'est bien, tu connais bien, c'est quand le réflexe de déglutition diminue. Le réflexe de succion, diminue, c'est autour de 5-6 mois. C'est la bonne fenêtre pour pouvoir accompagner les parents et les bébés qui souhaitent arrêter. Et après, c'est vraiment avant 3 ans, parce que là, la bouche, elle est encore malléable et rien n'est perdu. Voilà. Après 3 ans, c'est perdu? Disons qu'après 3 ans, ouais, ça devient compliqué parce que là,
tout ce qui est en fait tout dont je te parlais, la succion, même la parole aussi. C'est plein de mécanismes fonctionnels qui se sont mis en place et ça va être plus difficile de revenir en arrière parce que l'enfant a ancré ces habitudes-là. Et en plus, le palais et les arcades dentaires, elles sont quand même un peu plus formées, quoi. Donc c'est pas gravissime, mais idéalement, c'est vraiment avant 3 ans, quoi. La fenêtre, c'est 3 ans. Et le pouce pose les mêmes problèmes ? Oui, le pouce, c'est la même chose, c'est le même combat. C'est juste parfois plus difficile d'arrêter. Oui, complètement. C'est pour ça qu'on a aussi créé la boîte Stop Pouce avec un dentiste. On a co-créé ça ensemble pour essayer d'accompagner les familles dans ce sevrage. Et c'est génial parce que c'est vraiment pas si simple. Ouais. Alors, j'avais mis quel lien fais-tu entre une langue mal positionnée, une respiration buccale et la qualité du sommeil chez les nourrissons ? Ouais. Est-ce que ça peut expliquer certains réveils fréquents, une agitation nocturne et un sommeil peu réparateur ? Complètement. C'est une excellente question. Tout à l'heure, je te parlais de la position linguale au palais. J'y reviens tout le temps, mais parce que c'est vraiment, vraiment la clé, en fait. Si la langue, elle n'est pas positionnée au palais, elle manque de tonus, en fait. Elle est lâche, elle est en position basse. Et donc, lorsque l'enfant va être allongée pour dormir, et ben la langue, il y a un relâchement lingual dans la gorge. Elle recule. Voilà, elle recule, la base de langue, il manque de soutien. Et donc là, on peut voir des ronflements et même des apnées du sommeil. Donc, un enfant des obstructions partielles ou totales. Et donc, un bébé ou un enfant qui ronfle, c'est pas mignon. Il faut consulter. Je suis d'accord. C'est vraiment important. Voilà. Si le bébé ronfle, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Hors rhume, bien entendu, parce que quand on est enrhumé, voilà, il y a les structures qui gonflent aussi, les amygdales sont plus grosses, etc. Mais un enfant qui ronfle, c'est pas normal. Même les amygdales, quand il y a une hypertrophie amygdalienne, il faut aussi consulter parce que ça va favoriser une respiration buccale aussi, parce que l'enfant a du mal qui va ouvrir il va avoir d'ailleurs cette position, cette posture caractéristique, c'est cette hyper extension du cou pour dormir, pour venir ouvrir au maximum ses voies respiratoires. Souvent aussi, l'oreiller va être trempé parce que comme l'oxygénation, elle n'est pas optimum, il va transpirer. Voilà, il va transpirer parce qu'en fait, la respiration nasale sert aussi à refroidir le cerveau, il faut le savoir, c'est refroidir les structures cérébrales. Et donc, si l'enfant respire par la bouche, il va y avoir une hypersudation pour pouvoir venir évacuer cet excès de chaleur. Donc, c'est assez caractéristique. Le crâne de votre enfant sera mouillé et donc, il y aura l'oreiller qui sera trempé. Et donc, donc il y a tout à fait un lien entre succion, malposition linguale et sommeil, parce que le sommeil sera fragmenté, puisqu'il y aura des micro-réveils, puisque l'enfant aura des ronflements et des arrêts respiratoires liés à sa posture linguale. Et ça, si on arrête la tétine, ça se règle tout de suite et tout seul ou ça s'accompagne ? Alors, ça dépend des cas. C'est vraiment au cas par cas, mais effectivement, oui. Déjà, quand on arrête la tétine, normalement, instinctivement, la langue devrait se positionner au palais si elle a la place. C'est-à-dire que si l'enfant est encore tout petit, le palais, il n'est pas déformé, donc c'est OK. Mais si c'est à 5 ans et que le palais, du coup, c'est mal développé et donc je fais ce format un peu de tipi, là, vraiment, on appelle ça un palais ogival ou vraiment en pointe comme ça, la langue, elle n'aura pas la place de se positionner au palais. Donc là, il va falloir avoir une intervention orthodontique derrière pour venir écarter le palais. Et là, souvent, c'est important de l'avoir en tête parce que souvent, on dit, mais oui, mais place ta langue au palais, place ta langue au palais. Mais en fait, non, s'il n'y a pas la place, la langue, elle ne peut pas se positionner au palais. Donc, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas en fonction de l'anatomie buccale de l'enfant. Du coup, c'est hyper important de voir un orthophoniste pour ça. Ouais, pour réorienter. L'orthophoniste va aussi être là pour réadresser parce que c'est vraiment une approche multipro. Je le redis, c'est essentiel. Il ne faut pas rester dans son coin. Il ne faut pas avoir que l'orthophoniste. Il y a plein d'autres pros qui suivre ensemble. Et un bébé ou un enfant qui, du coup, respirait mal, qui s'est mis à faire des apnées du sommeil, il peut mettre en place une mauvaise expérience de sommeil aussi et être très fatigué, cumuler une dette de sommeil et mettre en place d'autres problématiques de sommeil aussi.
Totalement. Et alors qu'on vient régler la base qui était à l'origine, les problèmes de sommeil peuvent quand même perdurer si on n'a pas aussi soulagé le reste. Donc finalement, exactement. C'est pour ça. Donc, tu vois, on va travailler ça, mais après, l'orthophoniste peut réadresser effectivement à un professionnel du sommeil. Et c'est important de tout faire en même temps parce que certes, on trouve l'origine, mais c'est pas en enlevant l'origine du problème que tout se solutionne forcément, surtout si l'enfant a grandi en fait. Complètement. Et il y a plein d'autres choses qui se mettent en place, comme d'ailleurs au niveau de l'alimentation. Si à la base, il y avait une problématique alimentaire et l'enfant avait du mal à se nourrir, son estomac se réduit. On peut solutionner le problème de base, mais si l'estomac s'est déjà réduit, eh bien, il faut solutionner d'autres choses pour faire regrossir l'estomac et que bébé reprenne une alimentation correcte aussi. Tout à fait. Du coup, moi, nous, en consultation sommeil, ce que je constate, c'est que vraiment que tant que la succion et la respiration aussi sont pas fonctionnelles, de la même manière, on va pouvoir résoudre pas mal de choses, mais ça peut revenir, en fait. Si on n'enlève pas tous les leviers et qu'il y a un des leviers vraiment du côté de la respiration et que bébé respire mal, malgré tout, ça pourra provoquer des réveils nocturnes, ça pourra faire perdurer et refaire venir une expérience de sommeil négative. Oui, complètement. Et toi aussi, c'est ce que tu observes de ton côté sur le terrain ? Ah oui, complètement. C'est vraiment tout ce que je te disais, c'est vraiment ça. C'est complètement lié. Et il faut vraiment, même si tu as traité la cause, il faut quand même continuer, tu vois, quand tu as une respiration qui est buccale, tu traites, on va dire, tu traites par phrénotomie, enfin, tu fais une chirurgie du frein. Derrière, l'enfant a mis en place une habitude, en fait, de respiration buccale. Donc, il faut lui réapprendre à respirer par le nez. Donc, il y a des petites techniques. Chez le tout bébé, ça va être tout simplement d'induire la posture linguale au maximum. Donc, tu vas appuyer un petit peu dès qu'il va s'endormir, dès que, hop, t'appuies légèrement, puis tu viens faire une petite pression là sous la langue. Regardez bien toutes les mamans, parce que ça, c'est toutes les mamans des petits bébés. Donc, si bébé dort, la bouche ouverte. Voilà, on vient tout doucement appuyer, remonter légèrement le menton et on fait une petite pression ici et on essaie de le faire dans le creux derrière le menton, le plus souvent possible. Après, pareil, pour travailler la succion, il y a des petits exercices pour travailler la ventouse linguale. Par exemple, le bébé va commencer à faire sa succion. Et on va l'entraîner au doigt avec la pulpe du doigt vers le haut, comme ça. Et on va, une fois qu'il est bien collé, on va tout doucement essayer de retirer le doigt pour qu'il travaille en fait cette ventouse linguale au maximum. En fait, c'est un petit exercice de contre-résistance en fait, pour venir travailler la langue de bébé. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Après, il faut se faire accompagner évidemment par un professionnel de santé, mais c'est déjà 2 petites choses que vous pouvez faire assez facilement à la maison. Et après, pour le nez, chez les plus grands, tout ce qui est, vous prenez des petits jeux de bulles, vous lui faites comme ça, vous faites des bulles avec les jeux de boules, on les trouve partout. Ou alors, pour bien lui réapprendre à utiliser son nez pour expirer et ensuite pour inspirer ou pour une petite plume. Et on maintient la plume le plus longtemps possible sous le nez pour venir vraiment sensibiliser cette zone-là. Réapprendre à faire passer de l'air par là. Exactement. L'hygiène nasale aussi est essentielle. Voilà, ça c'est important aussi pour bien dégager le nez de bébé. Attention, on ne lave pas le nez des bébés au Karcher, je le dis, je le redis, je le dis partout, parce qu'on a eu trop de vidéos sur les réseaux sociaux avec les seringues où ça part et là, ça crée des otites parce que effectivement, si on met trop de pression... Il y a eu une alerte cet hiver à ce sujet. C'est terrible. Moi, ça fait des années que j'en parle et vraiment, la pression doit se faire vraiment en douceur dans le lavage nasal. Mais le lavage nasal est important, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup. Mon ORL m'a dit d'arrêter parce que ça favorise les otites. Oui, ils sont limite obligés de vous le dire aujourd'hui parce que en fait, si c'est mal fait, c'est encore pire. Donc, vaut mieux rien faire parce que c'est moins pire. Mais quand c'est bien fait, ça quand même, ça limite les otites parce que le risque de prolifération des bactéries et ça dégage bien le nez de bébé pour bien respirer. Pour qu'il puisse justement respirer par le nez, en effet. Voilà, donc ça, c'est les petites astuces. Et je rappelle que
parce qu'il y a certaines mamans qui vont dire mais il est tout le temps enrhumé, donc il va pas respirer par le nez, donc c'est pour ça qu'il respire par la bouche et du coup il dort mal, etc. Ça sensibilise son système immunitaire s'il dort pas suffisamment, il est à nouveau malade, etc. Je rappelle moi que il n'est pas normal qu'un bébé soit constamment malade au niveau Consulter, ORL. allergie, tout ça. Exactement. On vient vérifier une allergie aux protéines de lait de vache, notamment, c'est ce qu'il y a de plus courant chez les tout petits. Quand on a un bébé qui est constamment pris au niveau ORL, ça n'est pas quelque chose de normal. C'est pas parce qu'il va à la crèche, il n'est pas normal d'avoir un bébé constamment malade. Il faut consulter même au niveau allergie, allergo, protéines de lait de vache, acariens, animaux. C'est vraiment important, tout à fait. Du coup, j'allais te demander, quand une difficulté de succion elle est identifiée, comment ça se déroule concrètement, l'accompagnement à quoi peuvent s'attendre les parents, les types d'exercices, donc tu en as parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a un ajustement du matériel ? Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire par là. Posture, fréquence, durée. En combien de temps est-ce qu'on observe généralement des améliorations aussi ? Alors, pareil, plein de questions en une. Je vais essayer de retenir. Tu me reprends si j'ai oublié des choses. Alors, comment ça se passe ? Déjà, on reçoit la famille. On fait vraiment tout un bilan complet. Donc, je parlais tout à l'heure d'anamnèse. Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment le questionnaire où on va essayer de comprendre la naissance. Comment ça s'est passé ? S'il y a des antécédents, comment ça se passe, les nuits, les prises de repas. On pose plein de questions pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Puis nous, avec notre cerveau de pro de santé, on va essayer de faire le tri et d'organiser ensuite la suite du bilan. On va essayer d'observer comment se passe le repas. En fait, en fonction, tout à l'heure, je parlais des fonctions. Vraiment, on va observer comment, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe. On ne va pas juste regarder en anatomie. On va avoir une observance anatomique, évidemment, mais on va aller plus loin sur la fonction. Et ensuite, on va mettre en place des choses tout de suite, à court terme. C'est-à-dire, on va adapter peut-être le biberon, par exemple, s'il y a biberon ou pas. Si c'est allaitement, on adapte la posture. Si c'est biberon, on va adapter peut-être le biberon. On va choisir peut-être une tétine différente, une tétine aussi à débit plus lent. On parle souvent de paced feeding. C'est vraiment la posture du bébé à moitié assise, avec le biberon à l'horizontale et puis le débit très très lent. Ça, c'est mieux aussi pour un bébé qui a des difficultés de succion, de prise alimentaire, etc. Donc ça, c'est vraiment important. On va adapter tout ça. Ça, c'est facile à mettre en place dès le jour de la consultation. On va proposer des petits exercices comme je t'ai montré pour travailler vraiment la mobilité de la langue, la protrusion linguale aussi de bébé pour venir... En plus, chez le bébé, c'est assez facile, entre guillemets, parce que c'est des réflexes. Donc, on va essayer de venir solliciter les petits mouvements des lèvres. Enfin, on va venir le petit... Alors après, attention, parce qu'il y a certains bébés qui ont une hypersensibilité, aussi une hypersensorialité. Donc, ça, c'est pareil. Parfois, ça... Là, quand je parle de mouvements intrabucaux ou sur les lèvres, ça peut être vécu comme une agression aussi chez certains petits. Donc, tout ça, évidemment, on prend en compte. Il y a des gros réflexes nauséeux, tout ça. Enfin, il y a tout un questionnaire à faire, donc c'est vraiment au cas par cas. Et donc, ne faites pas n'importe quoi chez vous avec vos voilà, bébés c'est ça. plus, je dis ça, je donne des petits exemples, mais c'est pareil. Il faut, si adapter. Votre bébé a des gros reflux, des choses, un gros rejet, un gros réflexe nauséeux, il faut faire attention. Ça peut être une hypersensibilité aussi, donc ça, il faut se faire accompagner. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce que, par exemple, un bébé qui a eu, je te parlais de l'anamnèse tout à l'heure, mais si un bébé est né prématuré, il a eu des difficultés, une sonde nasogastrique, tout ça fait qu'il a un rapport à l'oralité un peu traumatique. Donc, ça peut faire des bébés avec une hypersensibilité, justement, au niveau de la sphère orale. Donc, l'anamnèse est hyper importante. On a besoin de comprendre les conditions de la naissance, etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, donc, on va adapter tout de suite. Et ensuite, on va faire des petits exercices pour modifier les comportements, les tensions dont je te parlais tout à l'heure. Et on peut réorienter aussi, effectivement, avec cette approche plus répro, si j'estime qu'il faut aller voir une diététicienne, par exemple, parce qu'il y a, des difficultés le poids, ça va pas, il y a une cassure de poids et qu'il faut augmenter la prise au niveau alimentation, rééquilibrer. On va réorienter chez tel ou tel autre, un ostéo aussi, ça peut être très intéressant dans certains
certains cas. Pour les tensions, j'imagine. Pour les tensions. Enfin, voilà, il y a plein de choses. La langue, elle est centrale. Un trouble de la langue peut avoir des troubles posturaux. Parfois, il y a des adultes qui viennent me voir et qui se rendent compte que, en fait, tout est lié à la langue. Et ils ont depuis des années mal au dos. C'est assez fou, quoi. Ouais. Donc, voilà, il y a toute une approche. Après, on réoriente. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et en combien de temps on observe généralement des améliorations ? Alors, il y a des améliorations tout de suite, en fonction des choses qu'on va mettre en place, des ajustements, que ça soit choix du biberon, la posture au sein. Voilà, parfois, ça peut se faire tout de suite. Et parfois, ça prend, pour modifier vraiment un comportement musculaire, une fonction, ça peut prendre plutôt entre 6 et 8 semaines. Ok, voilà. 6-8 semaines pour modifier le comportement musculaire. Ok. Tu as développé des outils et des produits spécifiques pour accompagner les bébés et les parents dans ce travail autour de l'oralité. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle logique tu les as conçus et pour répondre à quels besoins concrets, comment ils s'intègrent aussi dans un accompagnement global. Et puis ensuite, on parlera un petit peu plus des plus grands. Oui, ça marche. Et bien, donc, comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai fondé la tribu Happy Kids. Donc, c'est une boîte qui fait des boîtes. J'adore dire ça. J'avais vu ça sur les réseaux, c'est très sympa. En fait, moi, j'ai commencé à réfléchir à ça en tant qu'ortho, dans mon cabinet, au vu de la détresse de tous mes patients qui étaient sur liste d'attente. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même entre 6 mois à 2 ans dans certaines régions pour accéder à un rendez-vous chez un spécialiste, notamment chez une orthophoniste. Et donc, j'ai démarré par la boîte Stop Tétine. Moi, c'est vraiment le premier outil que j'ai conçu dans mon cabinet. Alors ça, la Stop Pouce, elle est là. Stop Tétine. Tiens. La montre. Et en fait, c'était parce que, comme je te disais, on en a parlé tout à l'heure, la tétine, ça a quand même pas mal de conséquences, et même sur le plan de la parole. Et donc, j'avais des petits bouts qui venaient me voir, qui étaient sur liste d'attente, et je leur disais, écoutez, on se revoit dans 6 mois, 1 an parfois, parce que j'avais pas de place avant. Il faut en tout cas que la tétine ne soit plus là, quoi, pour qu'on puisse démarrer la prise en charge. Et je les revoyais au bout d'1 an, la tétine était encore là parce qu'ils n'arrivaient pas à arrêter. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à créer une méthode. Comment ça fonctionne, en fait, c'est vraiment inspiré des thérapies cognitivo-comportementales. Le but, c'est de rendre l'enfant acteur au maximum et d'inclure quand même vraiment tout l'écosystème familial, parental, vraiment autour de l'enfant. C'est génial. C'est hyper joyeux. C'est tout ce qu'on fait aussi. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'inclure la famille. On fait et c'est très ludique. En fait, c'est vraiment le principe de gamification. C'est en 4 étapes, en 1 semaine. Donc il y a des comptines. Donc avant d'être orthophoniste, moi je suis musicienne, donc je suis chanteuse. Oui. Et donc il y a des comptines dedans. C'est moi qui les compose. Il y a la Gaspard le lézard. Alors Gaspard le lézard, il lui arrive plein d'aventures parce qu'à cause de sa tétine, il a une langue toute bizarre. Il y a Petite tétine, t'es trop ma copine. Mais il est temps pour moi de me séparer de toi, voilà. Et donc la tétine, cette comptine-là, elle explique à l'enfant qu'est-ce qui va se passer. Et dans la méthode, c'est quoi ? La tétine, elle part sur l'île des tétines, rejoindre toutes ses copines, parce qu'elle a longtemps travaillé. Maintenant, voilà, elle va se reposer un peu. Et donc il y a différentes étapes. Ensuite, donc la première étape, c'est l'écoute des comptines pour sensibiliser l'enfant. La deuxième étape, il va y avoir une séparation physique progressive. Donc je sais pas si tu vois, mais la boîte, il y a un petit lit à l'intérieur. Tu vois, et en fait l'enfant va mettre sa tétine dedans. Il y a une petite planche de stickers avec des doudous et tout ça, je sais pas si tu l'as vu. C'est des doudous pour la tétine, et donc l'enfant se fait dodo avec sa tétine, et ensuite donc le temps d'un temps calme, d'une sieste, d'une nuit, t'as un petit tableau de renforcement positif où il va coller une fois qu'il a réussi ses succès. Et ensuite la boîte, elle se transforme en valise. Donc là t'as des stickers valises à l'intérieur, tu viens coller les stickers sur la boîte. L'enfant, il vient décorer sa boîte. Il met toutes ses tétines à l'intérieur. Il y a même un stickers licorne. Du coup. Ouais, alors normalement, t'as des stickers valises à l'intérieur. Je sais pas s'ils sont dedans. Oui, mais ils ont été utilisés. Ah zut, ouais, c'est une boîte qui a été une boîte de démo. Donc, mais il y a vraiment des stickers que tu viens coller sur la boîte. Donc la boîte en elle-même se transforme en valise. Après, l'enfant vient décorer. Tu vois, il colorie sa valise. Tu mets tes tétines dedans. Il y a même un stickers avec une bouée de licorne. Que tu mets à l'intérieur aussi pour la tétine, parce qu'elle va partir sur l'île des tétines. Et là, l'enfant reçoit une carte postale donc, de sa tétine quand elle est partie sur l'île des tétines. J'ai vu. Voilà. Et donc, tu vois, en plus, d'ailleurs, c'est trop rigolo parce que sur la carte postale... tu vois, t'en as, c'est une partie des stickers.
Et sur la carte postale, tu vois la bouée licorne d'ailleurs. Et l'enfant, il se dit, ah ouais, elle est vraiment partie sur l'île des tétines, tu vois. Ça, c'est vraiment le truc qui fait que l'enfant, il y croit à fond. Et sur la carte postale, la tétine lui dit, écoute, je suis trop fière de toi. Je m'éclate avec toutes mes copines. Je suis sûre que tu vas passer des super nuits. Je t'embrasse bien fort. Je retourne me baigner. Tu vois, donc c'est hyper joyeux. C'est pour ça que j'adore. J'adore. Moi, ça me parle, mais tellement. C'est génial. C'est chouette. Et donc, c'est vraiment le principe de toutes nos boîtes. En fait, c'est hyper bien indiqué. Étape 1, étape 2, ouais, c'est ça. Tu vois, tu as le petit livret pour les parents. Voilà. Le but, c'est que ça soit clé en main parce que les parents, ils sont. Notre principe, en fait, c'est d'accompagner les parents sur des méthodes parce qu'ils sont noyés dans des océans d'injonctions, d'informations sur les réseaux sociaux, etc. Toutes nos boîtes, elles sont créées par des pros de santé. Là, la boîte Stop Push, je l'ai co-créée avec un dentiste. La boîte de nuit, ça a été avec une pédiatre, avec une sage-femme, un ostéopathe aussi. Une consultante en sommeil aussi, non, je crois. Oui, tout à fait, une consultante en sommeil. On a voilà, c'est hyper. On fait appel vraiment à tous les pros de santé. La boîte Stop Couche avec une gastropédiatre, avec une maîtresse d'école aussi forcément, parce que c'est quand même bien sur la partie éducative, avec une psychomotricienne. Enfin voilà, on essaye de vraiment aller chercher toutes les expertises. On parlait tout à l'heure de pluripro. Oui. C'est qu'en fait, il ne faut pas rester dans le prisme de sa profession parce que chaque personne a plein de choses à apporter et le but, c'est qu'on apporte toutes les infos aux parents et c'est vraiment des méthodes. Voilà. On est tellement d'accord. Ouais, on a vraiment la même vision de la prise en charge et c'est pour ça que je suis trop contente aussi d'être ici. C'est Caroline, génial et je vous recommande vraiment toutes ces petites boîtes-là pour avoir un guide auprès de vos enfants. Tu la recommandes à partir de quel âge, la boîte Stop Tétine ? La boîte Stop Tétine, c'est dès 2 ans et demi. En fait, le but, c'est que l'enfant soit dans le langage compréhension. Puisqu'il y a quand même une méthode des comptines et qu'il est acteur, donc il faut qu'il comprenne, il faut qu'il soit vraiment acteur de son sevrage. Donc c'est à partir de 2 ans et demi justement pour passer le cap. Et la Stop Pouce ? Et la Stop Pouce, c'est pareil. La Stop Pouce, c'est pareil. En fait, toutes nos boîtes, elles incluent l'enfant, sauf la boîte Stop Couche où là, c'est dès 18 mois, parce que c'est pour la continence de jour. Et le début aussi pour la nuit, donc notamment avant la rentrée à l'école. Et c'est dès 18 mois. La boîte éveil langage, c'est dès la naissance. Voilà. Et pareil pour la boîte de nuit. Mais pour la boîte Stop Pouce, éveil langage, c'est ouais, c'est dès la naissance. En fait, là, c'est vraiment une boîte à outils qui accompagne la maman dès le plus jeune âge, d'ailleurs. Comment on lui donne plein de conseils. Il y a une petite comptine, d'ailleurs, où je chante encore avec ma douce voix mélodieuse pour travailler il faut que je les écoute. Les interactions, tu vois, les interactions souris-réponse avec ton bébé. Il y a une petite comptine à écouter et qui fait un petit massage aussi sur le visage du bébé. Il y a le bébé signe aussi à l'intérieur, il y a plein de fiches, tout ça. Donc, c'est des boîtes, c'est vraiment une boîte à outils. Super. Celle-ci, 0-12 mois, 12-18, 18-24. Ouais, c'est ça. Tu as différentes étapes. Étapes, donc, ça sert jusqu'à 5 ans. Exactement. Voilà. C'est un super cadeau pour les jeunes parents. Exactement. Ouais, en fait, c'est vraiment pensé aussi. Ça peut être un cadeau intelligent à offrir à des jeunes mamans. Elle coûte combien, celle-ci ? Celle-là, elle est à 34 €. Voilà. On peut les trouver où, toutes les boîtes ? On peut, alors, et c'est 29 € les petites et 34 les grandes. On peut les trouver en pharmacie. Et oui, parce que nos boîtes, elles sont prescrites pour la plupart par des professionnels de santé. Elles sont remboursées aussi par les mutuelles pour celles qui sont en pharmacie. Et après, l'eau de la gamme plutôt éducative, Stop Couche, éveil langage, boîte de nuit, elles sont aussi chez Verbaudet. On est à la Fnac aussi. On est dans des concept stores. Voilà, on est un petit peu partout aujourd'hui. Et voilà. Mais sur Internet, on peut les trouver aussi. Et on peut évidemment les trouver sur notre site Internet aussi. Et pareil, pour si vous avez une prescription de votre dentiste, par exemple, pour la boîte Stop Pouce ou Stop Tétine, si vous avez la facture du site, vous pouvez vous faire rembourser par votre mutuelle. Ça rentre dans le cadre de médecine préventive. Génial. Et après, on a une nouvelle gamme de boîtes. C'est la boîte de rééducation OMF. Donc, on parle depuis tout à l'heure de tout ça, justement, sur l'apnée du sommeil, les tout petits, tout ça. La rééducation linguale. Et on a une boîte de rééducation. Ouais, je l'ai. Elle est là. C'est celle-là. Ça, c'est la boîte de rééducation, mon programme de rééducation OMF. Et ça, c'est 6 mois de rééducation en boîte. À partir de quel âge ? Ça, c'est à partir de 2 ans. Et cette boîte, elle est
Enfin, j'ai mis dès 3 ans, mais en vrai, si un enfant commence à être dans le langage dès 2 ans, 2 ans et demi, ça dépend de l'enfant. À chaque fois, de toute façon, nos boîtes, c'est vraiment le principe de rendre l'enfant acteur. Donc, de toute façon, il faut quand même qu'il comprenne. Mais cette boîte, elle ne remplace pas un professionnel de santé. Hein. Le but, c'est juste de soutenir une rééducation, de l'accélérer et de démarrer quand on est sur liste d'attente pour pouvoir faire gagner du temps à la rééducation. Oui. Notamment, il y a plein d'ateliers éducatifs à faire, d'éducation thérapeutique, apprendre à bien se moucher, comprendre le fonctionnement de l'appareil respiratoire, la déglutition, des petits jeux d'alimentation. Enfin, voilà, elle est super chouette, cette boîte. Ça se fonctionne. Voilà. Bon, je te montre vite fait, mais c'est vraiment sous forme d'un chevalet comme ça que tu vas mettre dans la cuisine. Et tu as tous les exercices. Tu as un programme sur 6 mois. Et tous les jours, tu scannes ton exercice. Tu lis, tu as plein de questions. Voilà, parfois, tu as des QR codes qui renvoient vers une comptine à écouter. C'est un boulot de dingue. Ouais, c'est un boulot de dingue. Wow. C'est mon petit bébé, cette boîte. J'avoue que j'ai mis toute ma pratique de 10 dernières années dans cette boîte. Ah, mais donc, j'en ai des frissons. Elle est chouette. Vraiment, c'est mon petit bébé, cette boîte. Mais elle est très, plus... Et puis, il y en a besoin. Enfin, vraiment, il y en a besoin. C'est génial. Il y en a besoin, ouais. Ouais, non, c'est chouette. C'est vraiment, pour le coup, elle est très, très soutenue par les orthophonistes qui sont saturés, en fait. Donc, le but, c'est vraiment de les aider, les soutenir. C'est pas pour les remplacer. C'est pas du tout le but. Au contraire, c'est plus de les aider dans la pratique, quoi. C'est génial. Merci pour cette présentation. Moi, ça me passionne. J'encourage les familles à aller se renseigner. En plus, c'est remboursé. Pour une fois qu'il y a quelque chose de remboursé pour aider les familles. Et on est en grande... là, on fait des études cliniques et on est pour justement passer le cap au-dessus. Voilà. Bon, c'est très, très long, hein, mais on adorerait pouvoir les voir intégrer à des programmes, notamment MT Dents pour la boîte Stop Carie auprès de la Sécurité sociale. Ça, c'est des vastes sujets. C'est notre rêve, voilà. Ça va bien. Moi, j'y crois au rêve. On donne tout, en tout cas. On veut prouver que nos boîtes transforment vraiment les comportements des enfants et des familles, donc de santé. Et c'est des choses vraiment concrètes à mettre en place pour les familles. C'est pas n'importe quoi, c'est fait par des pros. Ouais, c'est ça. On essaie de faire les choses bien. Mais comme toi aussi, parce que moi je suis impressionnée par ton travail. Hein. Vraiment, j'adore ce que tu fais depuis longtemps, tu le sais, et je suis trop contente d'être là. On s'est déjà vu une fois, c'est la deuxième fois qu'on se voit aujourd'hui, mais je suis très heureuse d'être là parce que je trouve que ton travail est très bien mené. Tu t'entoures aussi de super hautes pros aussi de santé. Et moi, j'ai tes bouquins, d'ailleurs, celui-là. Celui-là, alors là, tu vois, j'ai accouché, moi, de ma dernière petite Olivia, qui, pour le coup, n'a pas eu de problème de sommeil, mais parce qu'il est récent, celui-là. C'est les deux, celui-là. Et pour mon deuxième, qui a eu un enfer, c'était l'enfer. Et à l'époque, je ne connaissais pas encore son travail. Et quand je l'ai vu et que je l'ai découvert, je me suis dit, mais ça, c'est la Bible de tous les parents, en fait. Vraiment, je le trouve extrêmement bien construit, bien écrit. Enfin, moi, je suis... Et puis, alors, tu l'as lu, du coup? Ah oui, mais je l'ai. Tu me l'as envoyé. Enfin, ton équipe, en tout cas, me l'a envoyé. Mais je savais pas que tu l'avais lu. Donc, je l'ai à la maison et je l'ai sur ma table de chevet pour lire. Donc, je t'assure. Et vraiment, je l'ai trouvé super bien fait. Et non, c'est peut-être le rouge. C'est lequel, le dernier? Le rouge, c'est le dernier. Ah, mais c'est celui-là, le dernier. Non, attends. J'en ai un des deux qui est sur ma table de chevet. C'est le dernier. Ah, mon bébé pleure beaucoup. Non, c'est le bleu que j'ai, moi. Bah non, le dernier, moi, j'ai les deux, mais celui que je lis... au rouge. Oui, mais moi, c'est celui-là que je lis. Ouais, voilà. Le bleu que je lis là. Tu dois avoir les deux. J'ai les deux. Et alors, ceux-là, les enfants, mes enfants, comme je te disais, j'ai même fait une story ce matin pour te montrer, mais c'est trop bien pensé. Hyper bien construit. En fait, moi, j'aime bien toute cette petite histoire de la fée dodo. Les enfants, ça s'identifie complètement. C'est hyper sympa d'avoir ce personnage en fait qui suit au fur et à mesure, et c'est génial. Hein. Enfin, vraiment, moi, je suis aussi fan de ton travail. On est dans les mêmes concepts, mais ça nous parle. Et en fait, c'est parce que ça parle aux enfants. Mais ça parle aux enfants. Il faut que ça soit ludique. Et puis aux adultes qui ont regardé un peu de magie aussi. Mais bien sûr. Mais en fait, il y a que ça pour vraiment transformer, c'est pareil, on a la même approche, c'est pour transformer les comportements des enfants et rassurer les parents. En fait, tu fais la même chose. Ton livre, c'est pour rassurer les parents, et tes livres, tu t'adresses aux enfants. Et c'est exactement ce que je fais aussi dans mes boîtes. Notre approche, elle est très, très similaire, et c'est super parce que c'est sous des formats différents, mais on a vraiment ces mêmes valeurs, et c'est comme ça que ça fonctionne. En fait. C'est ça qui fonctionne. Ouais, donc évidemment, je suis en phase. Et soutenir les deux. Ouais, c'est important. Merci à toi, et je suis très heureuse que tes enfants apprécient les histoires.
Ils se battent d'ailleurs. Le livre sur Jade, c'est quoi? T'en as une avec Jade. Celui-là, oui, ça. Alors là, c'est la dernière fois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le préféré. Et c'était la guerre la dernière fois parce qu'il y en avait. Mais il y en avait une qui l'avait dans sa chambre, l'autre qui voulait absolument l'avoir. Du coup, ils se battaient pour avoir Jade ce soir-là, je me rappelle. Je vais t'en faire envoyer un deuxième. Oui, alors. c'est ça. C'est Jade, j'aimerais en avoir un deuxième parce que c'est la guerre à chaque fois. Avec les petites étoiles. Je pense qu'il faudrait faire la boîte qui va avec Jade. D'ailleurs, on pourrait faire les boîtes qui vont avec les histoires. Il y a besoin des outils pour chacun. Écoute, on va réfléchir à une collaboration. Et il faut qu'on parle des plus grands, la suite, les bébés qui grandissent, justement. Parce que toi, tu abordes souvent la question de la néophobie alimentaire. Ouais. En quoi, du coup, toutes ces premières expériences orales et alimentaires dès la petite enfance et même avant 3 ans, elles sont déterminantes justement pour prévenir les refus alimentaires plus tard? Eh bien, c'est déterminant parce que c'est vraiment, avant 3 ans, c'est là où se constitue cette banque de données sensorielles, on va dire, de la bouche, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment essentiel que l'enfant découvre au maximum tous les aliments. D'ailleurs, je crois que de mémoire, il faut vraiment avoir entre 8 à 15 fois la présentation d'un aliment pour que l'enfant s'habitue à ça. Donc, tu vois, c'est vraiment cette fenêtre-là avant 3 ans, il faut, même avant 18 mois, je dirais, où il faut que l'enfant découvre au maximum tous les textures, les goûts. C'est exactement ce que j'allais te dire. On entend souvent qu'il est important de varier au maximum l'alimentation tôt. Ouais. Du coup, tu peux nous expliquer pourquoi cette diversité, elle est si importante, tant sur le plan sensoriel que sur la construction de la relation à l'alimentation? Oui, c'est ça en fait. Voilà, c'est vraiment il faut avoir un maximum de confrontation. Je te disais tout à l'heure, tu sais, je te parlais des petits bébés qui avaient par exemple une sonde nasogastrique à la naissance. Ça montre aussi que il y a c'est vraiment à ce moment-là que tout se construit parce que c'est quand tu as un rapport comme ça à la sphère orale compliqué, difficile, traumatique, je pourrais même dire. Du coup, derrière, effectivement, ça peut créer des vraies difficultés et des rejets, de l'hypersensibilité. Donc, c'est cette phase-là, elle est essentielle. Il faut que l'enfant découvre, mais il faut aussi qu'il découvre dans la douceur, de façon positive. Il faut vraiment que les expériences soient positives. Même pendant les repas, il faut que ça soit hyper positif. Par exemple, on va essayer d'éviter de dire à l'enfant, allez, de le forcer, allez, une dernière cuillère. Il y a tu sais, un peu du chantage affectif, émotionnel. Une dernière cuillère pour faire plaisir à maman. Ou alors, c'est Tata qui a cuisiné ce repas. Allez, elle a cédé beaucoup de mal, elle fait plaisir. Du chantage affectif, du chantage tout court. C'est, allez, une dernière cuillère, sinon pas de dessert, finis ton assiette. Tout ça, c'est pas d'expérience positive pour les repas. Évidemment, j'ai envie de te dire aussi, loin des écrans. Enfin là, je digresse un peu, mais parce que je te donne un peu les conseils. Mais c'est vraiment loin des écrans pour que les expériences autour de l'oralité alimentaire soient vraiment, vraiment positives. En famille, l'enfant apprend aussi par imitation. Donc évidemment, le mieux, c'est de partager un repas avec son enfant. On parlait tout à l'heure, tu parlais d'ailleurs de Janou, mange comme nous. Ça, je trouve que c'est un concept qui est hyper intéressant parce que là, en plus, on va partager un repas, le même ton va manger pareil, on va pouvoir aussi décrire le repas ensemble. Ah, c'est bon, elles sont délicieuses ces lasagnes. Enfin, tu vois, ça va être intéressant d'échanger aussi autour du goût, la texture, des couleurs. Voilà, c'est vraiment, faut que ça soit positif, tout ça. Et moi, je trouve que cette idée de l'expérience, elle est hyper importante parce que c'est un concept finalement qui s'applique à absolument tout avec les tout petits, et notamment dans le 0-3 ans. Créer des expériences positives et répéter un maximum d'expériences, finalement, c'est ce qui va permettre que des situations et que le quotidien de la vie soit apaisé avec son bébé. Des expériences positives de sommeil et répétées et identiques et cohérentes, des expériences positives d'alimentation et répétées et très fréquentes et très diverses aussi. Complètement. Et j'en parle aussi du côté de la séparation. On parle beaucoup de l'angoisse de séparation chez les enfants. En réalité, les enfants ont besoin d'expérimenter la séparation et l'expérience positive des retrouvailles par le jeu, etc. aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est quand on va avoir peur de quelque chose et qu'on va chercher à l'éviter, et donc éviter au maximum les séparations parce que ça crée un peu de tension, éviter le sommeil ou certaines choses autour du sommeil, éviter certaines choses autour de l'alimentation parce qu'ils réagissent
agit mal mon enfant. C'est comme ça, au contraire, qu'on entérine des difficultés. Et plus on va proposer beaucoup, largement et idéalement dans le jeu, dans la joie, dans la joie qu'on va créer du positif, que ce soit sommeil, alimentation, relation. Complètement. C'est le cœur. Et ça m'a beaucoup parlé ce que tu dis là, du coup. Non, mais c'est clair, c'est la joie et l'expérience répétée. C'est tout à fait ça. Et diverses. Et du coup, pour enchaîner sur cette histoire d'expérience, finalement, qui va donner l'expérience? C'est le parent et c'est sa posture parentale. Et du coup, la posture de l'adulte, elle est essentielle à table. Elle joue un rôle vraiment clé. Et c'est quoi, selon toi, les grands principes à adopter pour adopter une attitude sereine au repas, sans pression ni enjeu de performance, même quand un enfant refuse ou mange très peu? Il y a un peu ce principe que j'aime bien, c'est le parent propose et l'enfant dispose. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que le parent va proposer le choix des aliments, le moment où on va manger, etc. Mais l'enfant va savoir quand s'arrêter. Tu vois, en fait, l'enfant va te dire... il ne faut pas forcer un enfant. Parce que, en fait, les enfants sont quand même en mesure de développer leur sentiment de satiété. Ils l'ont, c'est naturel quand même chez les enfants. Donc ça, c'est vraiment important. C'est ce côté, pas de forçage. Tout à l'heure, je te parlais de chantage émotionnel, affectif, etc. Ou chantage tout court. Pas de dessert si tu finis pas ton assiette. Mais voilà, c'est important de proposer à l'enfant un cadre, quand même. C'est l'heure du repas. Voilà. Mais on choisit les aliments. Il faut goûter à tout. C'est important. Mais après, il ne faut pas forcer à finir son truc. L'enfant saura en lui-même de te dire... Par contre, il faut inviter l'enfant à goûter. Après, s'il y a vraiment des rejets pathologiques, j'entends, là, il faut se faire accompagner pour ne pas faire n'importe quoi. Il faut y aller progressivement. Il y a une méthode Je peux citer un compte Instagram d'une personne que j'aime beaucoup, qui est ergothérapeute, qui s'appelle Marie Ruffier, qui est une de mes très bonnes amies, Ergomoms. Voilà. Je connais bien. Et elle... Comment ? Je connais bien son compte. Elle est super. Et elle a sa méthode des miettes. C'est une méthode qu'elle a déposée. C'est vraiment, en fait, c'est une technique vraiment d'habituation à un nouveau aliment. On y va progressivement, mais c'est les toutes petites miettes et petit à petit, ça grossit. C'est vraiment son approche thérapeutique qui fonctionne très bien. Il faut pas forcer un enfant, mais il faut le laisser découvrir. C'est important. Mais parfois, rien que un aliment, quand il y a vraiment une néophobie alimentaire, un rejet, donc on parle de troubles alimentaires pédiatriques, là, il y a rien que la vue d'un aliment peut créer un vrai rejet. Donc le fait d'y aller par tout petit, ça va chanter ce réflexe comme ça parce que l'œil ne pourra pas être en situation de stress, en fait, de détresse face à l'aliment. Donc l'enfant va goûter petit à petit, puis petit à petit ça va grossir, etc. Donc ça, c'est vraiment Marie Ruffier, Ergomoms, qui travaille comme ça, et je trouve que c'est intéressant, cette approche au niveau de l'alimentation. Donc voilà, il faut, et puis le parent est le modèle de son enfant. Donc bien entendu, si on a un rapport à l'alimentation qui est sain, l'enfant aussi, on va donner des bons exemples aussi. Oui, et ça me parle beaucoup de ne pas être dans le forcing, de la même manière que pour moi, je fais le parallèle avec le sommeil. Souvent, je fais les parallèles entre alimentation et sommeil. Chercher à endormir, à faire dormir, à ce que son enfant dorme, c'est le meilleur moyen de lui enlever sa propre compétence, c'est une compétence innée, et c'est le meilleur moyen de rentrer dans des conflits de pouvoir. C'est exactement pour moi la même chose que de chercher à vouloir faire manger son enfant et manger une certaine quantité, etc. Le rôle du parent, il n'est pas de faire à la place de l'enfant. Pour moi, le rôle du parent, il est de donner le cadre. C'est-à-dire que de la même manière que pour le sommeil, je ne vais pas forcer mon enfant à dormir. Par contre, il y a un cadre. On dort à ces horaires-là. Je propose un cadre adapté. Et pareil pour la nourriture. On mange à ces horaires-là. Il y a cette nourriture-là. Et il n'y a pas, si tu n'en veux pas, autre chose dans le frigo. C'est celle-ci qui est proposée à cet instant-là. Je propose des choses équilibrées et bonnes pour la santé de mon enfant. Et derrière, je ne rentre pas dans une relation de pouvoir avec il faut absolument que tu manges. Et les choses, de cette manière-là, là, l'enfant peut venir apprivoiser pour moi cette
fonction innée qui est de se nourrir comme celle de dormir, sans avoir l'impression qu'il y a d'autres enjeux derrière du côté du parent. Exactement. C'est tout à fait résumé, c'est parfait. Et ça évite les nœuds de conflit. Et puis qui ancre du coup, qui ancre une expérience négative, qui font que ça va être encore pire les fois d'après. Exactement. Qu'on va retrouver, je pense à ta boîte Stop Couche aussi, on retrouve ces nœuds de conflit autour de l'énurésie, du pipi au lit. Autour même de l'arrêt des couches. De ce qu'on appelle la continence, la propreté. On le retrouve pour moi dans le sommeil, l'alimentation, la continence et aussi du côté des pleurs. Ouais. C'est pour moi les 4 pouvoirs totalement. de l'enfant. Quand il existe des difficultés d'oralité ou de refus alimentaire persistants, c'est quoi le rôle que peut jouer l'accompagnement par un diète pédiatrique et en quoi ça peut répondre de façon très concrète aux problématiques les plus fréquentes rencontrées par les familles ? Alors, une diète répondrait encore mieux que moi, je pense, mais en tout cas, moi, de mon point de vue d'orthophoniste, quand je réadresse à une diète, c'est sur le plan vraiment de des carences, pour aussi rassurer les parents sur le côté prise alimentaire, par exemple, qu'ils soient bien, s'ils ne mangent pas beaucoup, qu'il y ait la bonne prise suffisante, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de carence en fer, en vitamines, etc. Donc, elle va être là pour rassurer, structurer, revoir les repas au niveau des prises. Après, moi, c'est un peu comme ça que je vois la diète, mais peut-être que... Elles ont plein d'autres comportementales, voilà. Donc, je pense que... Moi, c'est surtout comme ça que je travaille avec une des diètes. Sur la partie comportementale, j'ai une autre pro avec qui je travaille. Donc, c'est plutôt une ergothérapeute. C'est vrai, c'est vrai que moi, je travaille aussi beaucoup avec les ergos sur l'alimentation. Parce que moi, tu vois, c'est un métier que j'ai peu exploré, mais ça m'intéresserait d'inviter... et ça peut être hyper intéressant. Donc, mais après, je pense que les diètes, elles ont complètement leur rôle à jouer aussi. En fait, c'est bien de... chacun a son rôle à jouer et il faut surtout qu'on travaille ensemble. Vraiment, il n'y a pas... parce que parfois, on entend des guéguerres entre... Mais en fait, pas du tout. Il ne faut pas qu'il y ait de guerre, il faut qu'on travaille main dans la main parce qu'en fait, on a tous notre formation initiale. Donc, on va regarder la pathologie avec le prisme de notre formation. Et donc, le fait d'être plusieurs, avec ces regards croisés, on va pouvoir apporter vraiment tout ce dont l'enfant a besoin. Ça permet vraiment de prendre la problématique de façon globale. Tout à fait. Sinon, on passe à côté de beaucoup de choses. Et même les psychologues aussi peuvent avoir un rôle à jouer sur la partie psychosociale de troubles alimentaires pédiatriques pour avoir... parfois, il y a des tensions au niveau des repas, c'est très conflictuel et l'enfant peut vraiment avoir des angoisses terribles là-dessus. Donc ça, c'est la psychologue et la psychologue peut avoir un rôle à jouer pour le parent et pour l'enfant et le médical évidemment sur la partie pure reflux et courbe de poids, etc. Croissance. Toi, t'es maman de 3 enfants. Ouais. Dans la vraie vie, comment est-ce qu'on gère les repas avec des âges différents, des besoins différents, parfois des difficultés alimentaires et surtout la charge mentale que ça représente au quotidien ? Eh bien, écoute, je suis en mode survie, comme tous les parents. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis très contente que tu aies parlé de Janou mange comme nous, parce que c'est pour moi, je trouve que c'est une bonne solution. Je dirais que se faire aider, c'est OK. Moi, je me fais aider à la maison. J'ai quelqu'un qui m'aide pour justement un peu gérer notamment les repas. En fait, j'ai ma nounou qui est à domicile et qui m'aide aussi pas mal pour les repas. Donc, je dirais se faire aider. Et elle aussi, elle fait ce principe-là de un plat pour toute la famille. Et ensuite, on adapte les textures. Tu vois, il y a plein de super outils. En fait, exactement, c'est ce qu'on fait. Et je trouve que c'est vraiment très bien. Après, franchement, le seul secret, c'est d'arriver à déléguer et se faire aider parce qu'on peut pas être partout et tout bien faire. Donc, moi, j'accepte de ne pas être... Je déteste en plus faire à manger, donc j'avoue que j'accepte de déléguer cette partie totalement. Être une superwoman. Voilà, et je me fais livrer les courses. Tu vois, je fais mes courses en ligne et puis le week-end, on essaye de faire du batch cooking goûter. Tu vois, par exemple, là, on fait ça en famille avec les enfants. Ils adorent. Super. Et en plus, sur tout ce qui est partie alimentaire et découverte, c'est intéressant de patouiller, de mettre la main dans la pâte et tout. Donc, tu vois, hier, on a fait un gâteau au chocolat, des cookies et un banana bread. Tu vois, c'était pour la semaine.
semaine. Voilà. Tu m'en as ramené. C'est-à-dire, mon ventre gargouille rien que d'en parler. Mais voilà, on essaye de faire ça en famille et puis après, de déléguer, quoi, de se faire aider. Il y a plein de choses qui existent et il ne faut pas hésiter. Au niveau de la charge mentale, c'est comme ça que je survis. Du coup, j'allais dire, qu'est-ce que tu dirais Est-ce que tu dirais que chercher à simplifier, à se faire accompagner, à s'appuyer sur des solutions pensées pour les familles peut réellement aider à apaiser les repas et à alléger la charge mentale? Oui, moi je dirais, je dirais surtout, en fait, le mot que j'ai envie de dire, c'est écouter votre instinct de parent. Voilà. Si vous pensez qu'il y a un souci, consultez, restez pas dans la souffrance. Si vous avez du mal, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, mais si l'allaitement se passe mal, que vous pensez qu'il y a quelque chose qui va pas, écoutez votre instinct, parce que vous êtes vraiment la personne qui connaît le mieux votre enfant et l'instinct maternel ou paternel, c'est le plus fort. Donc écoutez-vous et après faites-vous aider parce qu'il y a des choses superbes en sommeil avec des super outils, mes outils aussi pour d'autres sujets et puis consulter quoi, vraiment. Et de pouvoir se dire si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que certainement il y a quelque chose. Et voilà, exactement. Donc écoutez-vous. Oui. Et si les professionnels ne vous entendent pas, vous pouvez trouver des professionnels qui sont prêts à vous entendre. Même si parfois je sais que c'est un parcours du combattant, on l'a dit tout à l'heure, pour trouver un pro, mais lâchez pas parce qu'il y a toujours un super pro qui sera là pour vous écouter. Complètement. J'allais te demander quel message tu veux adresser aux parents. Oui, c'était le mot de la fin, j'ai un peu anticipé ta question. C'est bon, moi j'entends... Je suis très alignée aussi. Et je voulais rappeler, mais je l'ai dit plein de fois et tu es complètement d'accord, sommeil, alimentation, oralité, développement, tout ça, c'est intimement lié. Ouais. Et il y a vraiment besoin d'une approche globale, en fait, pluridisciplinaire, respectueuse du rythme de l'enfant et de la réalité de chaque parent aussi. Parce que une solution va convenir dans une famille et pas forcément dans une autre. Complètement. Et que chaque parent puisse l'adapter à son réel de situation. Et même les boîtes, quand on fournit des outils un petit peu tout faits, vous pouvez vous les approprier justement à votre propre réel. Complètement. Et ça, c'est essentiel. Et vraiment, tout ça, ça permet de sortir de situations qui peuvent sembler complètement bloquées. Moi, je n'ai jamais vu une seule situation où j'ai dû dire à des familles, je ne sais pas, tant pis pour vous, où ça ne va pas fonctionner. Il y a toujours des solutions aujourd'hui avec toutes les compétences et connaissances qu'on a. Et au final, d'ailleurs, mine de rien, même les problématiques, elles sont relativement simples. Il n'y a pas 36 000 problématiques au final avec les tout petits entre 0 et 3 ans. En tout cas, pour moi, ma spécialité et la tienne, 0,3 ans, 0,5, 8. Au final, on rééquilibre l'alimentation, on rééquilibre le sommeil. On va regarder du côté des tensions et de la sphère fonctionnelle. Exactement. Et si on n'est pas sur une pathologie grave, c'est pour ça qu'il faut toujours voir son médecin, mais bien sûr. Si on n'est pas sur une pathologie grave, si on check tout ça, plus les APLV, les allergies, on a très vite le tableau et très vite les fils à pouvoir tirer. Et du coup, derrière, la résolution, elle vient vraiment rapidement, en fait. On peut changer très rapidement des situations qui pourtant peuvent sembler extrêmement compliquées. Oui, complètement. Ça te parle ? Ah oui, mais totalement. Complètement. Merci beaucoup pour toutes les familles et tout ce que tu offres aux familles. Et merci d'être venue jusqu'à moi. Merci à toi, Caroline. C'était avec joie. Si cette consultation vous a plu, qu'elle vous a apporté des solutions dans votre quotidien, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne YouTube et au compte Instagram. Qu'est-ce que c'est Fait Dodo ? On a pour but de répondre aux troubles du sommeil et de l'alimentation des bébés et des parents. On a 2 missions, celle d'information à travers mes livres, à travers les programmes vidéo notamment, et à travers tout ce qu'on offre même de manière gratuite sur le site, les contenus de nos réseaux sociaux également. Une 2e mission, celle d'accompagnement et de soutien à travers les consultations, les accompagnements, tout le travail des consultantes dans la résolution des troubles du sommeil. Et puis la 3e fonction, c'est celle de formation à travers l'école Fait Dodo.